Hello, vous écoutez Le Paradis attendra, une safe place pour parler de nos parcours de vie, de nos croyances et de nos spiritualités. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. On me questionne régulièrement sur la raison d'être de ce podcast. Je vous en dis plus dans le tout premier épisode intitulé « Pourquoi le paradis attendra ?» Si vous êtes curieux, allez-y, il ne dure que 3 minutes. Cela fera 3 ans en avril que j'ai perdu mon père. Il est décédé soudainement à 63 ans. Un cardiologue m'a expliqué après coup que mon père avait été victime de ce que nous appelons une mort subite. Avant cela, j'ignorais que l'on pouvait mourir comme ça, d'un coup, sans antécédent de santé particulier. Une épreuve qui m'a amenée à me poser beaucoup de questions sur la mort, sur la résilience, mais aussi sur le sens de la vie. Depuis lors, je tends mon micro à des professionnels et des personnes au parcours variés. Ils me parlent de leurs épreuves, de leurs croyances et des solutions qu'ils ont trouvées pour continuer à avancer. Je remercie d'ailleurs chaleureusement toutes celles et ceux qui ont pris le micro dans Le Paradis attendra. L'épisode d'aujourd'hui, vous allez le constater, possède un son incroyable parce qu'avec Sandra, nous avons eu la chance d'enregistrer auprès du Mel Studio à Paris. À partir de la 43e minute, vous entendrez même Burton, un chien chinois à crête adorable, qui est aussi la mascotte du studio. Je vous souhaite une bonne écoute. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, les musiciens sont ridés sur ce clavier qui s'éjaunit. J'essaie de me rappeler, encore une fois, les accords. Dans sa chanson « Les paradis perdus », le chanteur Christophe évoque une ancienne relation amoureuse. À travers cet amour enfui, il dresse un constat sans équivoque. Cette époque bénie s'est achevée depuis bien longtemps et ne reviendra pas. Un deuil ne concerne pas uniquement la perte d'un être cher. La vie d'un être humain est jalonnée de deuils plus ou moins importants, tels qu'une rupture amoureuse, la perte d'un travail, un changement de vie brusque comme l'arrivée d'un enfant ou encore une maladie. Sandra est facilitatrice en transition du féminin. Elle a traversé ses propres moments de bouleversement. Elle accompagne désormais les femmes à travers ces périodes de changement pour les aider à écrire un nouveau chapitre de leur existence. Salut Sandra! Salut Octavia! Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans Le Paradis attendra. Eh bien, moi, je suis ravie d'être ton invitée. Merci. Merci à toi. On va revenir un peu plus en détail justement sur ce que c'est d'être facilitatrice en transition du féminin. On va parler de justement ces transitions-là. Mais avant de démarrer, j'aimerais que tu me dises un petit peu dans quelle croyance, qu'elle soit spirituelle, philosophique, ou autre, tu as grandi. Qu'est-ce que tes parents en fait t'ont transmis de ce point de vue-là? Alors, j'ai été élevée dans un fond de catholicisme, notamment du côté de ma mère. Il y a la famille en fait est très croyante et pratiquante, notamment mes grands-parents. Et quand j'étais petite, il y avait ces injonctions à faire le catéchisme, etc. Et du coup, j'ai évolué là-dedans, mais par la suite, quand j'ai grandi, je me suis affranchie de ces étiquettes et après j'ai eu mes propres croyances. Et du coup, quand t'expliques ça, ça veut dire que, en tout cas, le Dieu catholique, ça t'a jamais vraiment parlé, t'as jamais. Si, en fait, j'ai toujours cru en quelque chose. Mais j'aime pas avoir ces étiquettes avec la religion, ça me convient pas, en fait. Et je crois en quelque chose, mais pas forcément en tant que catholique. Enfin, j'aime bien rester ouverte, en fait, à d'autres spiritualités, d'autres religions et avoir mes propres croyances, en fait. Donc, en gros, t'as une spiritualité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est l'amoncellement de plusieurs croyances? Est-ce que c'est des choses que tu as lues? Enfin, comment ça s'est passé un petit peu ton approche de la spiritualité, justement, de celle que tu as actuellement, on va dire?
En fait, elle est très simple. Hein. C'est simplement, je crois en la vie. J'appelle pas ça un dieu. Enfin, après, chacun appelle comme il veut. Mais c'est vraiment, oui, la vie, l'univers, voilà. Et comment j'y suis venue, je dirais au fil du temps. J'avoue, je me souviens pas forcément à quel moment. Mais en tout cas, ça c'est venu à moi naturellement. Voilà, puisque mes parents après même m'ont laissé évoluer en fait naturellement, enfin je veux dire, et ont respecté effectivement ces choix. Et puis eux-mêmes de toute façon n'étaient pas pratiquants. C'était plus mes grands-parents maternels en fait qui avaient ces croyances-là et pour qui c'était important. Et du coup, ma mère, pour faire plaisir, voilà, m'avait imposé effectivement ça. Mais après, je suis totalement restée libre en fait de ce que je pouvais croire et voilà. D'ailleurs, mes frères, après, n'ont pas du tout suivi ce chemin-là. Ok. Mes frères, ils sont pas du tout croyants. Ils ont pas fait le même chemin que moi et mes parents ont laissé libre. Après, ils ont évolué aussi et on a pu évoluer dans le respect des croyances de chacun et puis voilà. Donc, tu as quand même grandi dans un contexte de tolérance et de bienveillance envers les croyances de chacun. Oui. Ce qui t'a permis de construire ta spiritualité à toi. Oui. Et quand tu dis que tu crois en la vie, c'est-à-dire que tu considères, par exemple, que le fait qu'on soit tous là, vivants, c'est pas un hasard ou c'est autre chose? C'est plus le fait qu'il y ait des interactions entre les humains, Non, oui, il n'y a pas de hasard. Non, pour moi, il n'y a pas de hasard, non, clairement. La vie, elle est là et puis c'est des rencontres, c'est plein de choses. Et puis je crois vraiment en ce quelque chose d'invisible en fait qui nous guide en fait quelque part. Voilà. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose. Tu saurais pas forcément le définir très précisément parce que de toute façon, c'est pas forcément quelque chose qui est visible. Oui, voilà, absolument. Mais il y a quelque chose pour toi qui est là. En tout cas, moi, c'est ce qui me soutient dans mon quotidien. C'est avoir une certaine foi en fait en soi d'abord, et puis après en la vie, parce que pour moi, il y a forcément cette force, quelque chose qui nous guide. Voilà. Et du coup, juste pour rebondir là-dessus, quand tu dis avoir une certaine foi, notamment en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on en reparlera après, mais oui. Donc, tu es entrepreneuse. Oui. Alors, je pense qu'on peut en parler, mais tu as eu 25 ans de carrière dans des boîtes importantes derrière toi et tout. Et puis, tu as décidé, en fait, de te lancer en tant qu'entrepreneuse en transition du féminin, justement. Oui. Cette foi et cette confiance en soi que tu as, c'est ça qui te permet finalement d'avancer absolument au quotidien et de... Je sais même pas comment l'expliquer en fait. Quand j'ai décidé en fait quand j'ai pris conscience en fait que ce que je faisais dans mon quotidien ne me convenait plus. Ça a pris du temps. Hein. J'ai cheminé pendant plusieurs années et je me suis dit vers quoi je peux me diriger, etc. Et je me suis jamais posé la question que c'était. En fait, je me suis jamais dit ce n'est pas possible. En fait, je le fais et j'y vais et je fonce. Je me dis qu'après tout, la réussite, ça s'improvise pas et qu'elle se crée. Et donc c'est pas toujours évident, mais j'essaie de croire fortement en ça. Et puis en tout cas, je fais du mieux que je peux pour pouvoir justement m'accomplir en fait professionnellement et personnellement aussi. Du coup, on va en profiter pour parler justement maintenant de ta transition de carrière et de parler un petit peu de ce que tu fais actuellement. Donc, comme je disais dans l'intro, tu es facilitatrice en transition du féminin. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce dont il s'agit, comment tu interviens et sur quel type de sujet tu interviens également? Oui. Alors donc, j'accompagne les femmes donc à travers des moments de transformation personnelle qui sont assez marquants. Hein. C'est les moments de vie délicats comme la maternité, ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être un deuil aussi. Ça peut être aussi accompagner des femmes qui font face à des défis liés à la fertilité. Également et en fait l'idée c'est vraiment de les aider à révéler en fait leur propre nature et à s'ouvrir au champ des possibles en fait face à ces changements et puis et à renaître vraiment dans la douceur.
Est-ce que je peux te demander du coup, concernant, un peu l'ensemble de ces changements, en matière de transition et du féminin, est-ce que toi, à titre, personnel, tu as, eu à vivre des moments comme ça dans la vie de transition? Donc, dans l'introduction, on parlait du fait que le deuil ne concerne pas uniquement, le fait de perdre, un être cher. Est-ce que toi, voilà, tu as eu des situations dans ta vie qui t'ont amené justement à réfléchir à ces sujets et puis surtout à proposer un accompagnement, on va dire, en connaissance de cause, même si c'est pas toujours indispensable, quoi? Oui. En fait, les principales transitions que j'ai vécues et celle qui a été la plus challengeante, on va dire, c'est celle de mon divorce. Parce qu'on a vécu 18 années effectivement ensemble. Et donc ça a été vraiment la plus difficile. Et après, il y avait effectivement, c'est survenu juste après la perte de ma mère. Et puis, au même moment, il y a eu aussi, comme je te l'expliquais tout à l'heure, la reconversion professionnelle. Donc, j'étais en train de transiter entre mon job de salarié et mon projet de reconversion professionnelle. Donc, j'ai mené ces trois transitions-là, en fait, en même temps. C'était au moment de la crise sanitaire, qui était aussi, du coup, une transition, pas forcément liée au féminin, mais en tout cas, qui était une transition aussi. Une période compliquée pour tout le monde, je pense aussi. Oui, tout à fait, ouais. Et du coup, donc cette période en plus où toi, tu as eu plusieurs transitions en parallèle, on va dire. Enfin, si j'ai bien compris, il y a eu ton divorce, le décès de ta maman et ton changement professionnel, tout ça en cumulé. Déjà, comment tu as réussi à avancer suite à de tels bouleversements de vie, quoi? Enfin... Ce qui est important, en fait, c'est vraiment d'être entourée. Et je l'ai été. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, essentiel dans des changements de vie, d'avoir des personnes qui puissent vous entourer, vous soutenir, auprès desquelles vous pouvez vous confier, échanger. C'est vraiment important. Après, j'ai pas eu qu'un entourage proche. Je me suis aussi appuyée sur des professionnels de santé pour justement avoir des espaces pour retrouver mon équilibre de vie, en fait. Donc j'ai vraiment fait attention, puisque moi-même, comme j'étais en train de transiter vers un métier vers le bien-être, j'ai eu ces réflexes tout de suite de qu'est-ce que je fais pour être bien dans ces moments-là. Et donc je me suis appuyée sur des professionnels de santé, puis après des routines toutes simples que je me mettais en place chez moi, avoir une activité sportive régulière, même si elle était des fois minime. Mais en tout cas, c'était vraiment là-dessus. Parce que effectivement, comme tu le soulignes, c'est vrai que parfois, en fait, quand il y a un changement dans la vie, il n'y a pas forcément besoin de faire le grand soir non plus pour aller un peu mieux, mais quelques petites choses. Donc toi, tu dis un peu de sport, un peu d'endorphine pour réussir à avoir un peu de bien-être corporel. Est-ce que il y a eu d'autres outils dont tu t'es emparée justement pour avancer à ce moment-là? L'expression des émotions, en fait, pour moi, c'était un vrai challenge, parce que justement, quand j'ai été éduquée par mes parents, on n'a pas du tout appris à exprimer nos émotions. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, notamment lorsque j'ai fait ma reconversion en tant que thérapeute. Apprendre à les accueillir et à les accepter et les exprimer. Donc ça, c'est effectivement un des points sur lesquels on peut s'appuyer. Mais voilà, alors, soit on sait le faire tout seul, ou soit il faut être effectivement accompagné pour le faire. Ça veut dire quoi, exprimer ses émotions concrètement? C'est vraiment se laisser traverser. Si par exemple on ressent de la tristesse, c'est vraiment l'exprimer, en fait. C'est la faire ressortir, parce que c'est pas bon, en fait, de garder ces émotions pour soi, comme la colère, par exemple, et plein d'autres émotions, ou la culpabilité, ou ce genre de choses. Parce que par exemple, quand j'ai décidé de divorcer, j'ai ressenti une très forte culpabilité, forcément, puisque j'ai un enfant. Donc on chamboule tout l'univers effectivement familial. Oui, ça pose question, quoi. Ça pose même si c'est pas aussi simple que ça. Et voilà, en fait, gérer ces émotions, c'est effectivement les exprimer. Soit on a l'entourage qui est apte, on a des personnes qui sont identifiées pour pouvoir les exprimer. Ou alors, moi, ce que j'ai trouvé à l'époque, en fait, c'est des groupes de parole.
notamment des cercles de parole auprès desquels j'ai pu effectivement trouver du ressourcement, en fait, du partage et puis du soutien. Donc voilà, ça a été très aidant en tout cas dans la gestion des émotions et l'écriture aussi. J'ai beaucoup écrit dans un petit journal. J'ai plein de cahiers chez moi, j'en ai plein. On aime bien, aime bien écrire, on aime bien créer. Oui. Et du coup, justement, donc par rapport à ces périodes difficiles que tu mentionnes, notamment un divorce, un décès, etc. Donc toi, quand tu parles de transition du féminin, c'est comment finalement une période difficile, voire obscure, de notre existence, peut nous amener à quelque chose de... Alors, je ne sais pas si mieux, c'est le mot, mais en tout cas de différent et qui peut peut-être plus nous ressembler. En fait, moi, je dirais que c'est l'opportunité justement pour rebondir et aller vers le renouveau. Alors, j'ai cette chance, c'est que moi, j'ai cette capacité, en fait, à rebondir même dans les situations complexes. Avoir toujours le truc en me disant, là, ça va être l'opportunité pour moi de faire autrement, justement. Et comme j'aime la nouveauté, ça n'a pas été difficile en fait pour moi d'aller vers des choses nouvelles. Et ça, c'est important en fait quand on traverse une épreuve, de savoir aller vers des choses nouvelles justement parce que des fois, on peut se découvrir aussi dans ces nouvelles choses. Ça nous permet de développer des nouvelles compétences ou découvrir une nouvelle passion, par exemple. Donc, c'est ça c'est important. Oui. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis, c'est que aussi dans les moments difficiles, en fait, pouvoir se raccrocher à quelque chose qui nous suscite de l'intérêt. Ça peut être aussi une bonne raison de continuer à se lever le matin, quoi, tout simplement. Oui. Et toi, au niveau de ton boulot, enfin, si t'es OK d'en parler, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises je souhaite commencer autre chose? En fait, le chemin, il avait commencé déjà depuis un petit moment. Et en fait, j'ai eu une période où j'ai commencé à tout remettre en cause, et la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, j'ai fait une chose après l'autre. Et puis, en fait, c'est suite à un travail sur moi, beaucoup d'introspection, d'accompagnement en thérapie, du coaching aussi, et où j'ai eu des prises de conscience et surtout une meilleure connaissance de qui j'étais. Donc, de quoi j'étais apte, quelles étaient plus mes qualités, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais absolument pas alignée, en fait, dans le travail que j'avais en tant que salariée, à ce que je faisais. Alors, j'accompagnais l'humain, donc ça, c'était vraiment chouette, parce que ça, c'est vraiment... j'étais manager, donc ça, j'aimais beaucoup ça. Mais je voulais accompagner l'humain différemment. Pas dans une entreprise et pas en tant que chef. Ça, c'était pas trop... voilà. L'idée, c'est vraiment de continuer d'accompagner l'humain, mais pour les aider à grandir, en fait, soit dans des épreuves ou pas des épreuves, mais en tout cas, les aider dans leur cheminement personnel. Donc, il y avait... en fait, tu avais déjà une petite partie, quand même, qui te correspondait. Oui. Mais, et c'est grâce à l'accompagnement coaching, notamment, que tu t'es rendu compte qu'il te manquait quelque chose. C'est ça qui t'a un peu révélé... ce manque? En fait, quand j'ai fait cette démarche d'être coachée, j'avais déjà cette idée de reconversion qui me trottait dans la tête depuis très très longtemps. Par contre, le plus dur, c'était de savoir mais qu'est-ce qui me correspond vraiment en fait. Et c'est justement par le coaching et puis après aussi par la thérapie, parce que j'ai fait les deux, où j'ai dû faire beaucoup d'introspection. Et du coup m'interroger sur qui je suis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, parce que je ne m'étais pas forcément posé vraiment les questions auparavant. Et voilà, ça a pris, entre le moment où je l'ai décidé et où j'ai réussi à accomplir ce que je voulais, j'ai mis 4 ans. 4 ans. Ouais. Ouais, mais comme quoi, quand on a une idée et qu'on sait où on va, même si ça prend du temps, en fait, on finit par y parvenir, quoi. Oui. Et ok, c'est en tout cas ton parcours est très inspirant. Je pense que les gens qui nous écoutent, peuvent se dire que même si ils ont qu'une petite graine d'idée en tête, ça n'empêchera pas que ça germe. Voilà. C'est possible. Dans quelques années. Du coup, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus en détail de tes accompagnements et puis plus globalement justement de la notion de transition dans la vie. Déjà, j'aimerais bien savoir, si tu as le droit de nous le dire, oui. quel
situations tu accompagnes majoritairement via justement ton accompagnement? Alors, les problématiques principales que j'ai actuellement, ce sont des femmes qui ont des difficultés avec leur partenaire, qui s'interrogent effectivement sur un éventuel divorce ou une éventuelle séparation. Voire certaines sont déjà mamans solo, ou elles viennent souvent juste après effectivement le divorce. Donc ça, c'est la transition que j'ai eue le plus. D'accord. En accompagnement. Le fait d'être en train de divorcer ou le fait d'être maman solo? Les deux. Les deux. J'ai eu les deux. Voilà, c'est des questions sur le couple, des questions je me sens pas bien, je sens qu'il y a un truc qui va pas, il faut que je sais pas comment prendre l'air. J'ai besoin d'une bouffée d'oxygène, je sais pas comment. En fait, souvent les personnes quand elles viennent, elles ne savent pas, elles ont une difficulté effectivement à prendre les décisions parce qu'elles ne savent pas quelle est la bonne décision à prendre. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans leur cheminement pour qu'elles puissent trouver leur réponse, en fait. Mais moi, je leur donne pas la réponse. Voilà. Ouais, j'allais te demander, justement. Tu les influences pas. Ah, surtout pas. Ouais. Non. En tant que thérapeute, c'est ma déontologie, l'éthique, ça, c'est pas possible. Et tu les aides donc à réfléchir. À se poser les bonnes questions. Ok. Et alors, pour savoir un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient te voir, te dit, par exemple, je sais pas si je veux divorcer ou non. Enfin, je suis pas bien dans ma vie et tout. Donc toi, tu vas lui proposer des outils, j'imagine, pour que cette personne. Oui. Alors, en fait, après, ça dépend. C'est vrai qu'il y a eu d'autres transitions. Il y avait pas que celle-là, mais il y avait aussi. On reviendra après sur les autres. Oui. Alors effectivement, il y a des outils, mais c'est pas systématique. En fait, la chose la plus simple et la plus précieuse à mes yeux, c'est vraiment l'écoute active. Ça, c'est vraiment important parce que je me rends compte que beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas cette écoute, soit autour, dans leur entourage, tout simplement. Et je trouve que, proposer des outils, c'est très bien. Il y a vraiment aucun souci pour le faire. J'en ai plein. Mais c'est pas, l'idée, c'est pas de proposer à chaque fois un outil quand la personne, elle vient. C'est pas elle non plus qui décide quel outil on va utiliser. C'est moi, en tant que thérapeute, qui dit, effectivement, je propose. Et si la personne est d'accord, effectivement, on le fait. Par exemple, il y en a un, moi, que j'aime particulièrement, c'est l'analyse des rêves. Ça, ok. Oui. Raconte-nous un petit peu juste. Ah, j'adore. Oui, mais c'est assez fascinant, les rêves. C'est toujours un délire, enfin, les miens. Oui, mais souvent, je me souviendrai plusieurs fois, ça m'est arrivé, il y a des femmes qui me disent, oh là là, j'ai fait un rêve cette nuit, mais vraiment, ça quelque chose de très marquant. Et en fait, je me dis en général, quand on fait un rêve qui est assez marquant, c'est qu'il y a vraiment un message. En fait, quand je me suis formée donc en relation d'aide, c'est de la psychothérapie. Il y a un des premiers outils auxquels on est formé, c'est l'interprétation des rêves. Passionnant. On le fait avec deux méthodes, soit la méthode freudienne, soit la méthode jungienne. Et donc, moi, pour l'instant, je privilégie la freudienne parce que je la connais bien, j'aime bien l'utiliser, et même si l'autre est aussi très passionnante. Elle me prend plus de temps, c'est juste ça. Ça m'est arrivé de l'utiliser plusieurs fois en thérapie. En plus, ça peut être fait de manière assez ludique. C'est vraiment quelque chose, je fais pas seule l'interprétation, c'est une co-interprétation en fait. J'aide la personne avec une méthodologie précise pour pouvoir le faire. Donc, elle vient avec son rêve écrit, et puis après, on décortique ensemble, et après, c'est elle qui trouve le message, en fait. Moi, je lui dis, en fait, je le guide vraiment dans la méthodologie. D'accord. Mais c'est la personne qui trouve le message. Ok, c'est assez passionnant. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait faire tout un épisode rien que là-dessus. Mais effectivement, et juste pour savoir, parce que l'autre soir, j'étais comme on dit, un dîner en ville. Oui. Et j'ai un ami qui me recommandait d'écrire mes rêves. Oui. Alors mais je sais pas trop quel serait l'intérêt. Est-ce que tu sais un peu si c'est intéressant d'écrire ses rêves régulièrement ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de pertinent? Après, moi personnellement, je le fais pas. Mais si par contre je vois qu'il y a quelque chose qui m'a marqué au réveil, ou je ressens quelque chose de particulier, dans le ressenti par rapport à ce rêve-là, oui, je vais le noter. D'accord. Souvent d'ailleurs, j'ai l'impression de jamais me souvenir de mes rêves, mais quand ça vient et que c'est quelque chose de très marquant, du coup je me le note. Et puis je me fais ma propre analyse en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'au final, est-ce que, après on referme cette petite parenthèse, mais parce que ça nous passionne toutes les deux. Mais est-ce qu'au final, plus que de l'interprétation du rêve, c'est ce que ça nous fait ressentir à ce moment-là? Oui. Est-ce que ce qu'on pense au moment où on se rappelle justement de ce rêve
Et est-ce que c'est plutôt ces éléments-là, en fait, qui sont intéressants pour nous-mêmes, quoi? De toute façon, tout part de toi, comment tu ressens les choses. Ça, on est complètement d'accord. Ok. C'est pas quelque chose que tu trouveras dans les livres. Oui, c'est ça. Absolument pas. Parce qu'il y a des petits bouquins, interprétation des rêves, tout ça, là. Non. Tu recommandes pas, quoi? Non, moi, je fonctionne pas comme ça. Ça marche. Donc, pour poursuivre un peu notre échange concernant justement les transitions au féminin. Donc, tu parlais de divorce. Quel autre type de transition tu peux voir justement dans le cadre de ton travail? Eh bien, les femmes qui ont un projet bébé. Ok. Voilà. Et parfois, ça marche et parfois, ça marche pas. Donc, pour le moment, j'ai principalement des femmes pour lesquelles ça ne marche pas. Donc, voilà, j'ai aussi ça. Et puis, des personnes qui ont vécu des deuils, mais de conjoints ou de proches. Voilà. D'accord. Et justement, une question qui me vient, mais quand une personne qui souhaite avoir un enfant, alors je sais pas après jusqu'à quel âge c'est vraiment possible ou non, mais il y a sûrement un stade où on sait que ça l'est plus, en tout cas physiquement, j'imagine. Et là, est-ce qu'il s'agit d'une forme de deuil aussi, non, je suppose? En tout cas, il n'y a pas un âge. En fait, la femme, c'est très clair. Quand elle est ménopausée, elle est plus fertile. Donc là, voilà, c'est posé. On sait qu'il pourra plus y avoir de projet bébé. Moi, j'ai plutôt les personnes qui sont avant et qui peuvent avoir notamment des défis liés à la fertilité. Et je suis toujours assez... honnêtement, je pensais pas qu'il y en avait autant. Et que les parcours pouvaient être aussi complexes, parce que le mien ne l'a pas été, il a été comme tout le monde, je dirais, mais pas aussi complexe que ce que je peux voir, en tout cas, en cabinet. Des parcours, tu veux dire, qui sont médicalement assistés, oui, tout ça, oui, d'accord. Ouais. Alors que, à la base, les femmes n'ont pas forcément un problème de fécondité, mais je trouve qu'on recourt facilement. En tout cas, la médecine propose facilement ça, alors qu'il n'y a pas un problème de fécondité identifié chez les partenaires. Et comme je travaille beaucoup en psychogénéalogie aussi, du coup, j'aime bien trouver aussi des clés, des réponses grâce à la psychogénéalogie. Tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est la psychogénéalogie, justement, en quoi ça consiste et comment ça peut servir justement dans le cadre d'un accompagnement ou d'un coaching? Ah oui, notamment dans le cadre dans le parcours de devenir mère. C'est un accompagnement, qui est très important, notamment si la personne a des difficultés, par exemple, à concevoir, c'est de s'intéresser à ce qui s'est passé au niveau de la maternité dans sa lignée familiale, justement, comment se sont passées les grossesses et la maternité en général. Est-ce qu'il y a eu des fausses couches? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de stérilité? Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des femmes avec beaucoup d'enfants? Et l'idée, c'est de voir s'il y a des schémas répétitifs ou des choses comme ça. Il peut aussi y avoir des deuils non résolus ou des petites choses qui peuvent être identifiées et qui peuvent aussi bloquer ça. Moi, j'ai le cas là d'une personne connaissant effectivement son arbre généalogique. Pour moi, et par rapport à son vécu à elle en tant que femme, il y a forcément des clés de réponse, en tout cas, qui se trouvent dans sa généalogie. Et pas seulement, effectivement, sur un problème médical. Mais on peut trouver des réponses, effectivement, par rapport à ça. Pour le dire, tu vas me dire si c'est juste, mais en gros, ça signifie, par exemple, c'est vraiment un exemple, je prends au hasard, mais que si notre grand-mère a eu, j'en sais rien moi, plusieurs fausses couches, a fini par avoir un enfant, mais a beaucoup souffert de ces fausses couches, alors il est possible que ce soit des événements qui se répercutent sur nous, sur la personne concernée. D'accord. Oui, ça se répercute inconsciemment, mais ça se répercute. Ouais, c'est là sans qu'on le sache, quoi. Oui. Et le jour où on le sait, ça y est, je creuse tous les sujets que tu apportes sont passionnants, donc il faudra qu'on fasse plein d'épisodes ensemble. Mais du coup, donc ça veut dire que le jour où tu mets le doigt sur en tout cas ton arbre généalogique et un certain nombre de situations justement qui n'ont pas été résolues ou qui ont été problématiques, à partir de ce moment-là, ça en général, ça résout aussi la problématique de... Alors, ça promet pas effectivement la fécondation, etc. Mais c'est important en fait de reconstruire l'histoire familiale. Si le jour en fait on connaissait un peu plus notre arbre généalogique et les événements,
si ce jour-là, ça a résolu le problème. Oui, parce que ça nous permet de ne plus s'identifier en fait aux problèmes qui existent dans la famille, qui peuvent être liés à la maternité ou à autre chose d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment de pas s'identifier à ça et vraiment de se détacher. Ce qui s'est passé par exemple avec les ancêtres, c'est ce qui s'est passé avec les ancêtres. Même si il y a une répercussion chez nous, en fait, c'est d'en prendre conscience et de se dire qu'on est acteur en fait de notre propre vie et voilà. Après, je sais pas si ça va fonctionner, mais c'est déjà prendre conscience de ça, de son histoire familiale pour pouvoir reprendre un peu les choses en main en fait. Et ne pas complètement subir l'histoire familiale. Il y a donc une notion un petit peu de réappropriation justement de son histoire et puis de son présent et puis qui compte beaucoup pour aussi ne serait-ce que se sentir mieux même face à une situation difficile, sentir qu'on est un peu maître à bord quoi. Oui, en quelque sorte. Je pense que c'est même la clé en fait, c'est de savoir qu'on est vraiment acteur de notre vie, mais l'histoire familiale c'est vraiment important de la connaître, justement. Ouais. C'est souvent, je pense, pour, j'en sais rien, j'ai pas de chiffres, mais 99% des gens, c'est un poids. Oui. Un poids. Ça peut être un poids positif ou négatif, mais en tout cas, c'est quelque chose que tout le monde porte. Oui. Et on peut pas faire sans, de toute façon, ça nous constitue, quoi. Oui, absolument. Ouais. C'est notre identité, c'est vraiment... Je me demandais justement, donc toujours dans cette lignée de transition du féminin, il y a quelque chose dont on entend de plus en plus parler, en tout cas à l'heure actuelle, qui concerne la maternité et surtout on va dire les nouvelles mamans, enfin celles qui ont un bébé, je sais pas, qui a moins de 2 ans. C'est un changement assez violent. Enfin, c'est bouleversant. Pardonnera cette expression. C'est bouleversant. C'est peut-être mieux, voilà. Oui, bouleversant. dans la vie, notamment d'une femme. Oui. Est-ce que ça, c'est des sujets que tu abordes, toi? Complètement, oui, complètement. Le parcours de devenir mère, et puis quand on devient mère, il y a toute cette période, en fait, notamment pendant la grossesse, où en fait, il y a vraiment un changement d'identité qui s'opère. C'est cette période de transition là entre le moment effectivement où on sait qu'on va devenir maman. Eh bien, il y a toute cette période là où effectivement qu'on appelle la matrescence et qui continue. La matrescence. Tu peux nous dire ce dont il s'agit c'est vraiment la période de transition quand on passe de la femme à la mère. C'est un peu l'adolescence de la femme, on va dire. Ouh là là, quand elle devient la mère. L'adolescence, c'est pas toujours facile. Je pense que voilà, on est tous passés par des moments pas toujours cool. Et donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que du jour où tu es enceinte, et puis de toute façon, il y a tout le bouleversement hormonal, etc., physique. Et puis ensuite, t'accouches, mais donc ensuite, t'as cet enfant qui est là. Oui. Toute cette période-là, donc ça s'appelle matrescence. Oui. Okay. Et puis après, de toute façon, oui, c'est vraiment on va dire une révolution un peu identitaire, puisque t'as aussi le côté devenir parent. Il y a le couple aussi, parce qu'il faut pas oublier le papa. Oui. Voilà. Puisque effectivement, quand il y a le bébé, en général, il y a souvent le père. Et voilà, donc ça fait tout un changement, reprendre des habitudes. Apprendre à vivre à 3, voilà, c'est beaucoup de bouleversements. Il y a effectivement le côté féminin, la femme, mais après il y a aussi au niveau familial les rôles qui changent avec la famille ou la belle famille. Voilà, il y a tout ça qui évolue aussi et qui je suis moi en tant que femme maintenant que je suis mère, parce que souvent dans la société on attend à ce que la femme qui vient d'accoucher reprenne sa vie d'avant comme si de rien n'était. Ouais, qu'elle perde son poids en une semaine, voilà, qu'elle retravaille bosser, comme avant, sans penser qu'il y a aussi toutes les autres choses en fait qu'il y a à faire autour de cette naissance, de réappropriation du quotidien, de la vie de couple, etc. Donc voilà. Plus, j'ai l'impression, alors moi je ne suis pas mère, mais j'ai l'impression de très nombreuses injonctions supplémentaires une fois qu'on devient mère. Oui. Bon, déjà, en tant que femme, quand même, dans la société, des injonctions, on en a pas mal. Oui. Mais alors là, c'est ce que j'ai entendu, en tout cas, comme je te dis, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'injonctions, en fait, d'une mère. On attend une certaine attitude, une certaine manière de faire. Oui. Les gens jugent. Oui. On attend qu'elle soit heureuse déjà à la naissance.
Voilà, parce que quand l'enfant naît, on est censé être hyper heureuse et que voilà, c'est génial et tout ça. Sauf que dans la réalité, alors oui, effectivement, on est heureuse parce qu'on a l'enfant, etc. Mais au niveau hormonal, il y a aussi des choses qui se passent et il peut y avoir du baby blues, des difficultés effectivement à gérer la fatigue, ce genre de choses. Et ça, on en parle moins, effectivement. On en parle beaucoup moins. On commence à en parler un petit peu. Il y a de plus en plus de choses maintenant qui existent là-dessus. Ouais, mais c'est vrai que ça reste assez tabou. Et du coup, est-ce que le fait de devenir une nouvelle maman, ça rentre aussi finalement dans ce truc, de deuil, en tout cas de... Oui, ce que tu appelles c'est une forme de deuil, effectivement, à faire en fait quand la femme devient maman. Elle fait le deuil de la femme qu'elle était avant, qui était, on va dire, plus libre ou voilà. Enfin, oui, avec sa liberté, elle faisait ce qu'elle voulait. Et maintenant, après, voilà, elle doit apprendre à vivre justement avec l'arrivée de son enfant à plusieurs, enfin à 3 ou à peut-être plus s'ils ont d'autres enfants. Donc voilà. Et donc ça, c'est des périodes aussi donc de chamboulement que tu accompagnes, toi, quand les personnes ne savent plus trop... Oui. Pour trouver un soutien, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes sont isolées. On a une société où, en fait, effectivement, on est beaucoup seul maintenant, et même dans ces grands moments de vie-là. Et effectivement, c'est important de pouvoir avoir une écoute et un soutien émotionnel, surtout. Parce que le soutien émotionnel, il est vraiment, je veux dire, essentiel. Oui. Et puis, c'est vrai que, si on prend l'exemple d'avoir un enfant, je crois qu'il y a un proverbe qui dit, alors je ne sais plus de quel pays exactement, mais qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Oui, exact. Dans notre société actuelle, en général, quand tu élèves un enfant, au mieux, tu es 2. Oui, c'est ça. Voire, voilà, dans les cas de maman solo que tu évoquais aussi, tu te retrouves toute seule. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même... je sais pas, après, c'est peut-être de la philosophie de comptoir, mais je veux dire, on a acquis un certain niveau de confort matériel, mais un certain niveau d'inconfort en termes, on va dire, de solidarité, de soutien. Et donc, c'est aussi pour ça, peut-être, qu'émergent des métiers d'accompagnement, de coaching, de soutien, d'écoute, puisque finalement, souvent, on se retrouve un peu tout seul face à nos problématiques, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes dans l'accompagnement. Après, je sais pas forcément si c'est vers ce type de cible ou pas, mais en tout cas, c'est important que ça existe, parce que quand on n'a pas l'entourage proche ou familial pour pouvoir avoir du soutien, c'est toujours bien d'avoir des pros. En fait. Non, mais c'est clair. Et puis de pouvoir, ne serait-ce que se sentir écouté, quoi. C'est un peu la clé. Moi, c'est mon outil principal, l'écoute. Ouais, c'est ce que tu disais, l'écoute active. Et j'ai quand même l'impression que ça, déjà, ça guérit le fait de sentir que tu as quelqu'un qui t'écoute. Ouais, l'écoute et puis la présence. Parce que combien de fois, quand on est avec des personnes, est-ce qu'on se sent vraiment écouté, en fait ? Est-ce que est-ce qu'on est vraiment écouté ? Et puis toutes les fois où on peut recevoir aussi des conseils non sollicités, surtout quand on est jeune maman. Oui, on parlait de ce cas-là qui est quand même... Oui, ça c'est assez... Moi, je l'ai vécu et c'est vrai que c'était assez désagréable. Tu as reçu beaucoup de conseils non sollicités ? Ouais, notamment quand j'ai décidé d'allaiter. En plus, moi, personne dans ma famille avait allaité. Et très peu de personnes autour de moi avaient allaité. Et après, je recevais quand même des fois des remarques. Mais c'est bon, là, ça suffit. Maintenant, ça fait tant de temps. Qui t'es, en fait, oui, pour... c'est ton choix, c'est l'harmonie avec ton enfant. Oui. Voilà, il n'y a pas de... Oui. Ouais. Les gens ont tendance à être un peu intrusifs, en fait. C'est pour ça que, je prends le cas de la maternité, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le miroir grossissant de pas mal de choses, en fait, où les gens se mêlent de ce qui les regarde pas vraiment. Oui, alors que ça part d'une bonne intention, en fait, à la base, mais ils se rendent pas compte, en fait, des fois à quel point ça peut être blessant.
Et du coup, toi, à travers ton accompagnement, tu permets aussi peut-être de rétablir on parlait justement de un peu prendre en main sa vie et Oui, c'est reprendre son pouvoir en fait. Ouais. C'est vraiment reprendre sa vie en main et se dire que voilà, on n'a pas personne n'a à nous dire en fait ce qu'on a à faire. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai été élevée, je me suis beaucoup adaptée quand j'étais enfant. Suradaptation, comme voilà, on dit. beaucoup d'adaptation. Et en fait, après, on se rend compte quand on est adulte et quand on évolue, etc., qu'en fait, on a les cartes entre nos mains et que personne, en fait, n'a à nous dire ce qu'on a à faire. Ouais. Et c'est vrai que moi, plus le temps passe et plus l'âge avance, et moins j'aime ce qu'on me dit ce que j'ai à faire. Mais c'est vrai que ça prend du temps, ne serait-ce que de conscientiser en fait qu'on peut être un peu acteur de certaines choses dans notre vie, que tout ne nous est pas complètement imposé non plus, que parfois on peut décider de pas faire le choix qui est attendu. Voilà. Oui, on peut poser des limites aussi, on a le droit. Et c'est vrai que moi, il y a peut-être, je sais pas, à la naissance de mon fils, j'étais pas aussi consciente de tout ça en fait. Et il y a des choses, des fois, je m'adaptais ou je posais pas suffisamment mes limites. Et ça, après, on apprend avec le temps en fait. Oui, c'est vrai qu'aussi, je pense qu'avec l'âge, on développe aussi un petit peu de la sagesse. La sagesse et puis savoir dire non ou n'importe quoi. Oui. En fait, quand il y a un moment, on a un tel désalignement, on se dit non, mais en fait, là, c'est bon, ça suffit en fait. Là, je vais poser les limites, c'est plus possible. Oui, c'est ça, quand on arrive à être au stade où c'est même plus toi, en fait. Le boulot qui te correspond pas, j'en sais rien, le conjoint avec lequel tu ne t'entends plus, j'en sais rien. Et c'est vrai qu'à un moment, on peut arriver à des stades de vie où on se dit, mais en fait, il n'y a plus rien qui me ressemble. Oui. Donc, mais c'est chaud quand on s'en rend compte parce que d'un seul coup, je dis, qu'est-ce que je vais faire ? C'est violent un peu. Comment je vais faire ? Mais du coup, ce qui est bien avec ce genre de période de vie, c'est que justement, comme tu l'expliquais, avec un bon accompagnement ou un bon entourage, ça peut être l'occasion de passer de chenille à papillon, en quelque sorte, de s'aligner un peu plus et de trouver ce qui nous ressemble. Oui, c'est se réinventer, en fait. C'est se réinventer. Ouais, se réinventer. Pour un peu... on va tranquillement aller vers la conclusion. Donc, on parle de transition du féminin. Moi, j'aimerais bien qu'on parle, si tu en es d'accord, que tu me parles un petit peu aussi de tout ce qui concerne la maladie. Donc, notamment, tu m'en parlais tout à l'heure, par exemple, les cancers du sein. L'endométriose aussi. Ouais, exactement, ce qui concerne spécifiquement, justement, les femmes. Est-ce que c'est des accompagnements, en fait, que tu proposes ? Est-ce que tu as affaire à ce type de situation dans le cadre de ton travail ? Oui, alors ça rentre effectivement tout à fait dans le périmètre, en tout cas, de ce que je souhaite proposer. Parce que, en fait, ces moments de vie-là sont vraiment très délicats à gérer, en fait. Et puis, il y a cette notion de deuil dont on parlait tout à l'heure, est vraiment importante parce qu'il y a vraiment le deuil de soi, notamment de la femme qu'on était avant la maladie. Il y a une succession de deuils intimes aussi qui peuvent aussi se manifester parce que, par exemple, dans certains cas, la femme ne pourra pas avoir d'enfant. Ou alors, il y aura aussi, par exemple, dans le cadre d'un cancer, comme ça va impliquer également sa famille et ses proches, du coup, ils vont être aussi impactés, en fait, pour l'aider, la soutenir, et du coup, les rôles vont changer, donc ça va être un deuil des rôles. Oui, surtout, par exemple, je t'interromps 2 secondes, mais surtout quand, par exemple, tu étais une femme hyper active, que tout le monde comptait sur toi, que tu étais un peu le pilier, et que d'un coup, tu te retrouves avec un rôle différent, effectivement, c'est un deuil aussi du passé, quoi. Ah oui, clairement. Et donc, c'est le deuil de la normalité, on en parlait aussi tout à l'heure, parce que la personne qui est atteinte de la maladie ne pourra pas faire les mêmes choses qu'avant, en tout cas pendant toute la phase de maladie, en fait. Donc, en fait, c'est une réadaptation constante. Et en fait, la vie, elle va s'adapter en fonction des phases de la maladie. Et la personne devra effectivement s'adapter constamment à ça. Donc, c'est toute une succession de petits deuils et du coup de réapprendre à faire autrement. Et c'est aussi l'occasion de se réinterroger sur sa féminité. Parce que notamment les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est comment
après tout, être femme, c'est pas forcément être mère. Non, clairement pas. Voilà, clairement pas. Il y a des personnes qui font le choix de ne pas être maman, par exemple, et c'est complètement ok parce qu'il y a pas d'injonction à être mère en fait. Mais quand c'est pas un choix. Mais quand c'est pas un choix, voilà, c'est l'occasion, l'opportunité en fait de se dire, qu'est-ce qu'il en est de ma féminité et qu'est-ce que c'est être femme par rapport avec ce que je vis moi actuellement. Et est-ce que je m'étais projetée que je serais comme type de femme exactement. à un certain âge et tout. Voilà, c'est le moment en fait pour elle de s'interroger, et de. En fait, ce sont des grands moments souvent, des femmes que j'ai pu voir atteintes de ces maladies-là, où elles peuvent se réinterroger justement et redonner un sens nouveau à leur vie, en fait. D'accord. Et c'est vrai que, bon, par exemple, dans le cadre des cancers du sein aussi, on entend souvent parler, quand il y a des ablations, notamment des seins, ce qui arrive pour éviter souvent, justement, je ne sais pas si c'est des récidives ou des risques, voilà. Il y a souvent cette notion qui est associée de perte de féminité, même si, ça se discute le terme, parce que la féminité, qu'est-ce que c'est concrètement? Oui, voilà, c'est ça. C'est d'autres enjeux. Mais en tout cas, il y a ce sentiment de se dire que la femme qu'on pense être, ou qu'on pensait vouloir être, n'est plus vraiment. Oui. Donc, c'est une forme de deuil également. Ah oui, absolument. C'est comme avec les cheveux, aussi, quand on perd ses cheveux. Ouais. C'est, je sais plus, j'ai entendu quelque chose là-dessus récemment. Et une femme était effectivement complètement en stress. C'était en séance de supervision que j'ai entendu ça. D'accord. Donc, une consoeur qui avait une femme atteinte d'un cancer du sein et qui était en stress total parce que ses cheveux ne repoussaient pas en fait suffisamment vite. Ah ouais. Et effectivement, ça c'est quelque chose de, en tant que femme, c'est vrai, la chevelure, il y a le féminin, c'est très important dans l'apparence, etc. Alors ça peut paraître futile d'un certain côté, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Et donc ça, effectivement, ce sont des choses aussi comme effectivement l'ablation, c'est pas futile en fait. Non, c'est pas futile parce que ça fait partie de l'identité de la personne. Absolument. Et donc de choses auxquelles, à un moment, elle renonce pas volontairement, auxquelles elle est obligée, de dire au revoir. Donc, comme on disait, un deuil en fait, et de reconstruire une nouvelle identité. Absolument. À partir de ça. Donc, et effectivement, c'est vrai que dans ce genre de situation, c'est quand même super de pouvoir en parler, de pouvoir être accompagnée, même de rejoindre des groupes de parole. T'évoquais ça au début. Oui, tout à fait. Il y a effectivement la thérapie, mais il n'y a pas que ça. Parce que tout le monde n'a pas les moyens, effectivement, de s'offrir peut-être les services d'un thérapeute ou d'un accompagnant. Et il y a des associations qui sont très bien en fonction du type de transition que vous vivez, qui peuvent tout à fait accompagner. Les groupes de parole, pour le cancer, il y a des choses qui existent. Il y a même des groupes Facebook qui existent aussi pour les femmes qui ont eu ça et qui peuvent se soutenir entre elles. Pareil pour l'endométriose, il y a aussi plein de choses qui existent avec des associations comme Endo-France, etc., qui mettent en place des rencontres. Enfin, il y a beaucoup d'éducation et d'informations aussi qui sont faites pour que les femmes ne se sentent pas seules, en fait. Oui, c'est ça, parce que comme tu disais, l'écoute, c'est vraiment la base. Oui. Le fait de ne pas se sentir seule, c'est aussi c'est important, quoi. Ah oui, carrément. C'est hyper important. Oui, surtout ne pas s'isoler socialement. La présence de tiers est vraiment importante. Et de voir que, dans ce genre de groupe, qu'on n'est pas toute seule, justement, dans sa galère. Je pense que le mot est léger selon les situations. En fait, la force du groupe par rapport à l'individuel où on est en thérapie, donc on a l'écoute, etc. Mais le groupe, c'est qu'on est avec des personnes qui ont un vécu commun au nôtre, en fait, ou à ce que la personne vit. Et du coup, elle peut trouver, déjà, effectivement, de l'écoute aussi, mais surtout des personnes qui ont vécu la même chose et du coup, une compréhension et un soutien mutuel. Donc, en général, il y a beaucoup d'empathie dans ce type de groupe. Et puis, moi, ce que j'aime dans les groupes de parole, c'est qu'on peut tisser du lien, du coup, après avec des personnes avec lesquelles on se sent en affinité. Moi, je le vois notamment par rapport au cercle de parole que je fais sur le deuil et la mort. D'accord, dans le cadre de Happy End, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai déjà vu des personnes qui avaient vécu le deuil de leur conjoint. Et bien après, le cercle de parole,
elles se sont échangées leurs coordonnées, ou elles ont continué à prendre un café ensemble pour justement continuer d'échanger sur leur vécu, leurs ressentis et sortir de leur isolement, en fait. C'est hyper... j'ai eu la chance de participer à un groupe de parole de Happy End. Enfin, voilà, c'est un hasard, hein, d'ailleurs, parce qu'on s'est pas du tout connus via Happy End. Et c'est vrai que c'est hyper touchant de voir des gens qui, d'un seul coup, s'exprime aussi sur une blessure commune qui est le deuil, donc là la perte vraiment d'un être cher. Oui. Toi, tu t'occupes d'un groupe dans quel... Moi, je suis dans le 80. Alors, je suis ambassadrice des apéros de la mort pour le 92. D'accord. Au départ, je voulais le faire qu'à Courbevoie, mais la situation fait que il faut trouver l'endroit qui accepte de nous recevoir pour accepter en fait ce type d'événement, parce que tout le monde n'est pas ouvert, très clairement. D'accord. Et puis, il faut surtout un endroit qui soit calme. On ait la possibilité d'être un petit peu isolé en fait des autres groupes pour qu'on puisse s'exprimer plus facilement et se sentir en sécurité émotionnelle. Donc, du coup, je l'ai fait à Courbevoie, je l'ai fait à Suresnes et le prochain est à Colombes. Bon, voilà. Donc, on verra après pour les autres. Mais l'idée, c'est que j'arrive à trouver la ville où je reste sans plus bouger, quoi. D'accord. Mais en tout cas, c'est bien de savoir qu'il y en a un dans le 92. Oui. Car moi, j'habite dans le 92. Donc, peut-être qu'à l'occasion, on se croisera là-bas. Oui. J'avais une dernière question avant notre conclusion. Oui. Je voulais savoir quelqu'un qui traverse en ce moment une épreuve. Donc, on disait deuil. Alors, deuil, perte d'un proche, maladie. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu peux lui recommander, toi, comme outil, comme lecture, comme activité, comme... voilà. Oui. Est-ce que tu as quelque chose que tu recommanderais Alors, en lecture, là, ça va dépendre des transitions. Mais oui, en tout cas, sûr, si c'est le deuil suite à un être cher, je recommande les ouvrages de Christophe Forêt. Après, pour les autres transitions, c'est plus délicat. Enfin, là, ça ferait beaucoup. Sinon, on passerait là-dessus. Ça dépend de quel sujet on parle. De manière générale, sur les transitions, c'est vraiment d'être entouré, que ce soit par l'entourage ou en tout cas par des professionnels. En tout cas, ne pas rester isolé socialement. Ça, c'est vraiment hyper important. Et comme activité, en fait... moi, des témoignages que j'ai eus, alors après c'est chacun en fonction de ses sensibilités, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans de la peinture, par exemple. La peinture ou l'écriture, qui ont été extrêmement bénéfiques dans des périodes justement délicates à gérer, que ce soit un deuil ou une maladie ou des choses comme ça. Donc voilà, de s'exprimer en tout cas. Ouais, et en fait c'est une belle façon d'exprimer les émotions. Et puis oui, parce que des fois, on n'a pas toujours la parole. Il y a des personnes qui n'aiment pas s'exprimer par la parole, et l'expression des émotions peut se faire tout à fait autrement. Et les activités artistiques sont vraiment chouettes pour ça. Pour pouvoir sortir quelque chose de exactement. soi. Exactement. Et oui, donc dernièrement, les partages que j'ai eus, les témoignages que j'ai eus, c'était sur la peinture et l'écriture. Mais de manière générale, il y a d'autres personnes, ça va être avec leur corps, c'est-à-dire, je sais pas, ça va être de la danse ou ça va être un sport. Voilà. Puis après, on a aussi les groupes de parole, ce qu'on disait. Dans certains cas, notamment pour les deuils, je repense à ça, comme c'est quand même une problématique que je travaille beaucoup. Les rituels aussi sont importants parce qu'ils aident à poser une base pour un équilibre de vie. Il y a plein de choses en fait. Quand tu dis rituel, tu veux dire par exemple de s'accorder, de mettre une petite bougie. Oui, c'est des choses toutes simples. Personne. Voilà, c'est vraiment des choses simples. Il n'y a pas de rituel, de recette de rituel. C'est vraiment, en tout cas, il faut que ça fasse sens pour la personne qui le fait, qui ait une intention, qui ait vraiment du sens derrière ce qui est... Alors effectivement, la bougie, allumer une bougie, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être voilà. Après, ça s'adapte plus effectivement peut-être pour des personnes qui vivent un deuil, mais ou sinon, je dirais mettre en place des routines. Parce que quand on vit des changements qui sont assez turbulents dans la vie, avoir une structure avec des routines qui soient inspirantes ou juste relaxantes, enfin en tout cas avoir une structure dans son quotidien, ça permet de rassurer, je trouve. Ouais. Et ça fait du bien, ça aussi. Donc par exemple, bien manger, faire du sport, exactement, se coucher tôt, oui. boire de l'eau, et comme ça déjà on est bien. Oui, c'est déjà une ça base. C'est la base. Ouais. Et souvent, en tout cas, c'est ce qui est recommandé
dans les accompagnements pour les personnes qui vivent des choses difficiles. Ouais, c'est vraiment la base, en fait. Bien dormir, bien manger, bouger. Hyper important, en fait. C'est vrai qu'on ne le rappelle pas souvent, mais c'est tellement important pour déjà avoir une bonne base, comme on disait. Exactement. Je te remercie. Je pense qu'on va se diriger tranquillement vers la fin du podcast. Avant quand même de terminer, est-ce que tu peux nous donner ton... Alors, tu as un compte Insta qui est hyper bien alimenté. Il y a plein de petits conseils, il y a plein de petites choses. S'il y a des gens qui ont envie de te suivre, est-ce que tu peux nous donner ton compte Insta pour ceux que ça intéresse? Alors, vous pouvez me retrouver sous le nom de Semeuse d'étoiles. Joli nom. Ça n'avait rien à voir. C'était avant ma reconversion, mais je trouvais le pseudo assez sympa et du coup, j'ai préféré le garder. Voilà, donc je sème des Insta. petites étoiles. Donc semeuse d'étoiles, vous tapez semeuse d'étoiles, vous me retrouverez assez facilement. Et je suis aussi sur Facebook avec mon nom, Sandra Guillemin. Et j'ai un site internet également. D'accord. Avec mon nom et mon prénom, sandraguillemin aussi.com. Ok. Voilà. Super. En tout cas, c'était vraiment super d'échanger avec toi, Sandra. Je te remercie. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci à tous et à très vite.